Voilà, ben, écoutez, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Lab Expat qui est en fait le numéro 9. Lab Expat est le sixième de cette année. Je vais continuer d'accueillir les gens au fur et à mesure puisqu'il y a des personnes qui sont rejointes depuis quelques secondes. Sur le thème des tendances en matière de protection des données et de cybersécurité, les évolutions récentes des réglementations sur la protection des données et les stratégies pour sécuriser les informations sensibles dans un contexte international. Donc, vous voyez, on ne traite pas de tout et dans le domaine des données personnelles parce qu'on aura besoin de beaucoup plus d'une heure, mais on va vraiment se concentrer sur l'interaction entre la partie protection des données, la partie sécurisation des données, et notamment la partie données sensibles qui effectivement pose des problématiques particulières. Donc, je voulais encore vous remercier vraiment à tous d'être là. Pour cette nouvelle édition, nous avons trois intervenants que je vais présenter en donnant la priorité à Lily Belladia, qui est la seule représentante de la gente féminine dans ce call. Donc, merci beaucoup parmi les intervenants. Lily est admise au barreau de Paris et de New York et également diplômée de l'Université d'Oxford. Tu es actuellement Head Data Privacy Council pour les Amériques pour Kering à New York, une fonction que tu avais déjà occupée avec peut-être une variation que tu pourras peut-être nous expliquer chez Panasonic, également à New York préalablement. Tu es professionnel de la protection des données à caractère personnel dans un environnement international et particulièrement anglo-saxon depuis près de 7 ans. Tu avais préalablement exercé en cabinet également pendant plus de 3 ans à New York. Voilà. Donc merci Lily de participer. On ne te voit pas, donc je pense que tu as dû enlever la caméra. Mais Euh, j'ai ma caméra. ah, Je c'est sais bon. pas Ah, si je te les autres vois. me voient. Je pense que, voilà, que quand on n'est pas tout le reste apparaît en noir chez moi. C'est bon, pas de problème. Jean-Pierre, merci également de nous rejoindre. Jean-Pierre est également diplômé de l'Université de droit aux États-Unis. Tu exerces en entreprise depuis plus de 20 ans. Alors si, effectivement, je me suis basé beaucoup sur vos profils LinkedIn, donc s'il me manque des choses, n'hésitez pas à me corriger. Depuis plus de 20 ans et dans le domaine des données personnelles depuis plus de 15 ans en France, puis pendant plus de 6 ans chez Gemalto en France et également aux US, également avec Gemalto, puis Thales pendant 7 ans en tant que directeur des Privacy US et depuis 6 ans à Genève chez ST Microelectronics en tant que groupe VP, Head of Global Privacy. Alors, c'était d'abord aux États-Unis, c'était chez ST Microelectronics. Après, ça a été chez Gemplus, qui est devenu Gemalto à Genève. Puis après, départ à Austin, chez Gemalto. Puis après, 10 ans chez Gemalto. Puis après, c'est devenu Thales, où je suis parti Voilà, après voilà. 6 mois pour retourner à Genève chez ST Microelectronics. Voilà, mais effectivement, toujours par contre dans le domaine des technologies. Toujours dans le domaine de la technologie. Voilà, et beaucoup entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Ouais. Donc, merci aussi de ta participation. Albert Michel Novozel, tu es pour ta part basé à Prague. Après avoir exercé en entreprise à Paris chez MMA puis Capgemini pendant plus de 4 ans, tu as rejoint DHL à Prague en 2014. Euh, Tes responsabilités au sein de DHL comprenaient notamment le fait d'assurer la conformité RGPD du groupe sur l'Europe, mais aussi les équipes juridiques, les opérations à travers 24 juridictions de la zone EMEA. Euh, tu as fait ça pendant plus de 5 ans et tu t'es ensuite installé à ton compte pour intervenir en tant que fractional GC pour des sociétés dans leur conformité et notamment dans leur conformité en matière de données à caractère personnel en Europe et au UK. Donc, donc merci à tous les trois d'être présents. Alors, effectivement, quand on a une thématique comme les données à caractère personnel, c'est vrai que il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est de parler de gouvernance, dès lors qu'on est sur des périmètres internationaux. Par contre, avant d'aller vers cette thématique de la gouvernance, je vais vous demander peut-être de parler de cette problématique des données à caractère personnel et de la sécurisation des données par rapport à vos entreprises respectives, vos industries respectives. Je vais commencer par toi, Lily. Je serais intéressé de savoir quelle évolution récente du côté des US. On sait qu'on a
comment dire, une explosion de réglementation au niveau étatique, au niveau sectoriel, au niveau fédéral aux États-Unis en matière de données à caractère personnel, ce qui ne rend pas forcément la conformité très facile à gérer. Mais je serais intéressé de savoir, par rapport à ton entreprise Kering et donc le domaine un petit peu du luxe, quelles sont les évolutions récentes qui ont pu impacter ton entreprise et ton secteur que tu as pu voir aux États-Unis apparaître en matière de données personnelles? Bien sûr. Alors, comme tu as très bien dit, aux US, on est dans un vrai patchwork de lois étatiques avec maintenant 20 US states qui ont adopté des lois privacy. On n'a toujours pas de loi fédérale. On compte dessus un jour, mais on n'y est pas encore. Donc, pendant cette période, enfin, du coup, on s'adapte à ces lois qui... Alors, il y en a 20, comme je le disais. Elles, elles ont quand même pas mal de similitudes, heureusement, mais toutes quelques différences pour épicer un peu les choses, bien sûr. Et alors, à l'origine, ces lois sont quand même se basent sur un modèle d'opt-out. Donc, alors moi, je suis dans un groupe européen et mon rôle, du coup, aux US, c'est de vraiment reframe un framework qu'on peut avoir qui est plus basé sur un opt-in avec le RGPD et de tailor plus cette approche US avec un modèle d'opt-out. Cependant, les choses changent et ça, c'est ce que je vois depuis 1 ou 2 ans où ces lois privacy évoluent sur un peu d'opt-in, on va dire. Donc, on est vraiment maintenant dans une espèce de mix opt-out, opt-in. L'opt-in, notamment pour les données sensitives. Euh, et maintenant aussi, c'est beaucoup discuté même au niveau fédéral aux US, c'est la question des miners data, une vraie question sociétale. Et donc là aussi, enfin les lois étatiques, les États bougent plus vers un modèle d'opt-in. Pour ce qui est donc on est pour ce qui est du targeted advertising, quand tu utilises de la miners data ou de la data sharing, data sale. Donc, le modèle qu'on avait pu voir et implémenter aux US en me disant, nous, c'est un modèle d'opt-out, on évolue et on prend euh, petit à petit des petits éléments d'opt-in lorsque, bah voilà, dans sensitive data, miners data. Il y a aussi dans le domaine des tracking technologies où ça évolue beaucoup aux US, il y a le GPC qui récemment, il y a 10 lois qui le requièrent maintenant. Alors le GPC, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est le Global Privacy Control. En gros, les entreprises sont obligées doivent reconnaître cet opt-out signal que les utilisateurs peuvent implémenter dans leur browser. Ça, c'est très spécifique aux US. Il me semble qu'on l'a pas encore dans d'autres juridictions. Et donc, ça va affecter notre flow de tracking technologies, tout ce qui est sur nos e-com, websites, etc., de s'assurer que ces genres de signaux sont bien reconnus. Euh, une autre spécificité US que j'observe depuis plus de 3 ans maintenant, c'est le risque contentieux, qui est très particulier aux États-Unis parce que, et encore une fois, faut l'expliquer beaucoup à un groupe européen qui nécessairement pas comprendre l'enjeu contentieux aux États-Unis avec les coûts, les process qui sont extrêmement longs. Mais en gros, aux États-Unis, depuis 3 ans, on voit des plaintiffs firms qui se spécialisent euh, qui vont après de grands groupes dans le retail et qui invoquent de vieilles lois qui n'étaient pas du tout dans l'intention de s'appliquer au tracking technologie, mais qui vont repurpose ces lois et du coup vont aller après donc des grands groupes, comme je disais, dans le retail et essayer d'impacter leur réputation en disant que leur flow de tracking technologie n'est pas correct, que les users' choices ne sont pas bien pris en compte. Et ça complexifie encore plus le modèle US parce que
c'est pas le modèle GDPR, c'est pas non plus le modèle qu'on peut avoir en Californie, mais c'est cette additional third layer de vieilles lois. Et donc il faut vraiment donc c'est ce mixed in encore de considérations US bien spécifiques. Très bien. Merci, ce sera intéressant, et ça serait une question pour tous les trois, justement, de voir avec cette évolution progressive vers un peu plus d'exception à cette sacro-sainte culture de l'opt-out qu'on a aux États-Unis. Est-ce que finalement, ça permet une mutualisation des efforts lorsqu'on essaie de faire une conformité qui se veut globale, grâce justement au fait qu'on a beaucoup moins justement cette division presque culturelle radicale entre les deux, et qui, effectivement, à la suite des scandales qui ont pu notamment avoir lieu aux États-Unis, il y a effectivement une prise de conscience. Donc ça, c'est intéressant de voir, de voir ça de vos perspectives respectives. Jean-Pierre, je serais intéressé de savoir, puisqu'effectivement, dans le secteur des semi-conducteurs et en général des technologies, on est amené souvent à traiter de données sensibles de façon assez routinière. En fait, j'aimerais savoir quelle catégorie de données en particulier sensibles tu as à gérer dans le cas dans le cas actuel de ton activité actuelle, mais même dans le cadre de tes activités précédentes, et comment est-ce que tu as appréhendé cette particularité de la protection des données sensibles? Alors, donc nous, on est du B2B, on n'est pas du B2C. Dans toute ma vie précédente aussi, ça a toujours été du B2B, business to business. Donc, données sensibles des clients, c'était Gemalto, spécialiste de la cybersécurité. Il y avait toutes les données sensibles. Donc là, on traitait énormément de données sensibles. Donc, il y avait tout ce qui était pour les connexions avec les téléphones portables, donc toutes les cartes SIM, côté bancaire, côté driver license in the US, passeport, quand vous passez à l'aéroport avec votre passeport européen, maintenant américain, où vous pouvez passer directement du côté digital. Ça, c'était tout un système qui venait de Gemalto, qui était un des leaders là-dessus, qui est devenu Thales. Donc là, on traitait, et ce que j'ai toujours fait, et même dans mon activité actuelle, quand je suis revenu chez ST pour gérer le programme protection des données, c'est m'appuyer sur la technologie. Donc j'ai été formé par Gemalto avec des experts en architecture, des experts en cybersécurité, des experts en délivré de produits, et après les experts sur le support. Et tout ça, ce qu'on évaluait, c'était la sécurité. Et à partir du moment où moi, la sécurité, je considérais qu'elle était largement, qu'elle était suffisante, j'allais pas m'embêter, je viens pas m'embêter sur écrire des termes juridiques ou me baser sur des consentements, même par exemple la style microélectronique, même qu'on soit en Europe où j'applique un implied consent. Dans le monde entier. On est dans le monde entier et je ne m'embête pas à essayer de récupérer des consentements avec des clics ou des écrits, puisqu'il faut les gérer. Et c'est insupportable à gérer. Et si je vais voir les équipes IT, je dis il me faut une database pour gérer les consentements, ils vont me détester. Donc il y a d'autres choses à faire. Notre but, c'est de vendre des produits. Et donc je ne vais pas faire ça. Donc moi, donc, si on prend l'exemple on utilise Microsoft 365 ou Microsoft Azure, donc tout notre système, sur les applicatifs que nos salariés utilisent tous les jours, tous les applicatifs et toute la sécurité derrière. On parlait de data gouvernance et sécurité. Donc, on a le MIP qui permet de classifier, de mettre un label sur les données digitales. Ensuite, on a le data loss prévention qui permet de voir si des données qui sont labellisées confidentielles, secret, elles vont sur un Gmail account ou dans le cloud open. Donc là, on arrive à les attraper. Et après, surtout, pour mon travail, c'est Microsoft Purview. Microsoft Purview, c'est-à-dire vous allez voir exactement où notre network est connecté, en interne et en externe. Quand je dis en interne, c'est avec nos data centers où on a nos propres applications qui en dépendent d'Azure, qui sont en Europe. Et après, si on prend du cloud provider, des SaaS, dans ce cas-là aussi, j'arrive à le voir et je monte data mapping. Et après, vous pouvez rajouter derrière encore, derrière, vous avez le SIM qui permet de contrôler avec des agents software qui contrôlent ce qui se passe si vous avez des alertes. Donc, par exemple, une personne qui est connectée à Genève et on aussi la voit connectée à Hong Kong.
Là, il y a une alerte bien qui va sûr. sortir immédiatement pour couper. Et après, vous avez le SOC, ce qu'on appelle le Security Operation Center, qui permet, là, c'est les yeux qui permet de voir ce qui se passe. Donc, moi, je D'accord. m'appuie là-dessus, sur ce techno. D'accord. En fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant des années, en fait, comme vous le savez, aux États-Unis, tout ce qui était protection des données est essentiellement sécurisation des données. C'est donc quand on voyait des contrats SaaS, et cetera, il y Oui, avait toujours une annexe qui était en fait l'annexe données perso, c'était une annexe de sécurité. Et donc c'est vrai que, il y a une culture quand même très avancée de la sécurisation des données aux États-Unis et en Europe, il y a une culture beaucoup plus d'accès, de protection des données, de contrôle sur les données qu'on peut faire. Donc c'est vrai qu'il y a une différence de ce côté-là. Est-ce que et après, je vais demander justement rapidement, Jean-Pierre, ton opinion là-dessus, mais après, Albert, puisque toi, tu conseilles des clients sur ça et que tu l'as fait aussi toi aussi en entreprise, est-ce que quelque part dans la culture que vous avez faite en matière de sécurisation des données, vous êtes davantage inspiré de standards américains pour ensuite les appliquer de façon globale dans votre conformité? Ou est-ce que finalement, vous aviez suffisamment de standards qui étaient disponibles dans l'industrie dans laquelle bon, tu es Jean-Pierre, qui fait que tu as pu utiliser ce qui était disponible en Europe? Comment est-ce que vous avez appréhendé la partie sécurisation des données, vu que l'article 32, il est pas particulièrement... en Europe ou en France, c'est l'ANSSI, ce que nous dit l'organisme gouvernemental sur la protection de la donnée en général. Quand je dis protection, ça veut dire c'est la sécurité. Après, si on se déplace aux États-Unis, on va regarder des frameworks américains, mais l'ANSSI est déjà au même niveau. Et après, les validations, on va faire des SOC 2 Type 2, donc les validations des audits, ou SOC 1 Type 1, on est soumis à SOX, puisqu'on est en bourse en Europe et aux États-Unis. Donc, et après, voilà, nos frameworks sont déjà définis au niveau cybersécurité. Donc ça, je me soumets exactement à ce que demande, ce qu'on a défini à nos équipes cybersécurité, quoi. Donc, il n'y a pas de, D'accord. là, il n'y a pas de magie là-dessus, hein. C'est Mais aussi le bien fait qu'à l'origine... américain qu'européen qu'américain, quoi. D'accord, donc le fait que Gemalto soit à l'origine français, que Thales, et cetera, n'est pas Mais forcément, ne va pas forcément dicter quel est le standard qu'on va appliquer. C'est pas du tout lié, en fait, à on l'origine, va, on va définir, par exemple, si on prend, puisqu'on est ST Microelectronics c'est très actif dans l'automotive, donc on est obligé de passer à travers TISAX. TISAX, c'est le standard qui est reconnu par les fabricants de voitures et de pièces. Donc, ils nous demandent sur la d'accord, protection des données, ils demandent ça. Après, si vous travaillez avec, bon, c'est pas un secret, parce qu'un des gros clients de ST, c'est Apple. Apple a des règles très précises là-dessus. Ils nous demandent, donc eux, ils ont leur propre framework, qui sont toujours des frameworks qui sont basés sur ça, c'est les frameworks américains de sécurité, avec des éléments supplémentaires. Donc là-dessus, donc on a nos clients après qui arrivent les gros clients qui arrivent à leur propre demande. Donc, d'accord, vous très voyez le bien, excellent, nom, vous très avez vu bien. le nom d'ST apparaître parmi les 10 fournisseurs de SpaceX depuis qu'ils sont rentrés en Bien sûr, bourse. Donc, effectivement, là, on est soumis à des règles très, très particulières avec eux, quoi. très bien. Merci, merci, Jean-Pierre. Albert, en fait, c'est intéressant parce que là, pour le coup, on est carrément dans le cœur de ce que tu fais toi. C'est-à-dire que quand tu travailles du côté fournisseur ou que tu aides effectivement à une sécurisation des données et à l'application de standards, qu'est-ce que tu as pu voir étant effectivement la pratique la plus commune? Parce que là, on a parlé avec Jean-Pierre effectivement de son industrie, c'est très particulier l'industrie dans laquelle il est. Je pense que Lily a aussi des particularités liées aussi au fait qu'elle est dans le retail et dans un secteur particulier. Qu'est-ce que toi, tu as pu voir avec la diversité des clients être un petit peu la norme en matière de standards de sécurisation des données? Merci pour cette question. Écoutez, pour la norme de, je dirais, standard de sécurisation des données, tout va dépendre effectivement, comme il a été évoqué, peut-être d'un point de vue également géographique, à savoir où est le centre principal de risque en cette matière. Lorsque j'étais par exemple chez DHL, groupe allemand, avec les standards de sécurité qui étaient imposés par la loi allemande, je crois que le choix d'un dénominateur commun dans l'appréciation et dans l'établissement d'une gouvernance globale pour les juridictions en question s'imposait un petit peu de lui-même. Et donc, pour répondre à cette question, je crois qu'une fois qu'on a trouvé le dénominateur commun, il faut juste savoir comment isoler les variables éventuelles qui peuvent être résiduelles dans les juridictions concernées. Pour ma part, je crois que les standards les plus, alors je rejoins effectivement aussi ce qui a été dit hein, sur TISAX, sur ces standards particuliers. Au-delà de ces standards absolument particuliers, je dirais que la plupart du temps, on est sur du SOC 2, sur de l'ISO 27001, etc., etc. D'accord.
D'accord, merci. Lily, en fait, je serais intéressant de savoir dans l'approche, parce qu'on est aujourd'hui de plus en plus dans un environnement Juste un mot, si on prend la environ- Chine, où on est très actif, nous, STMicroelectronics en Chine, on est très actif. Après, il y a la Chine, ils ont leur propre particularité. Ils ont 3 lois sur la donnée, la la CSL, sécurité. DSL, qui a commencé de 2016, ils ont fini le PIPL en 2024, ou je ne me rappelle plus, je crois que c'est ça. Donc, eux, et après, derrière, il y a tout ce que nous, ce qu'on appelle les décrets, eux, ce qu'ils appellent autre chose encore. Et donc, et le dernier qui est sorti sur la sécurité, si vous tombez sur des sécurités telles que le bancaire, la santé, le nucléaire, etc., qui sont considérés comme les éléments les plus importants pour que la société Bien chinoise sûr. fonctionne. Absolument. Donc là, vous allez rentrer encore dans d'autres réglementations là-dessus. Absolument. Non, non, c'est un bon point, merci. Lily, en fait, la question que j'avais, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans un fractionnement beaucoup plus en matière de données personnelles, on fait de plus en plus appel à des tiers, à des fournisseurs tiers de différentes solutions, etc. Donc, ce qui est contrôlé en interne au sein de l'entreprise est malheureusement beaucoup plus confronté à un environnement ouvert avec tous ces fournisseurs. La question que je me posais, c'est comment gérer justement dans la négociation de tous ces clauses de traitement qu'on appelle DPA, mais le RGPD ne parle pas de DPA, mais est-ce qu'il y a des politiques internes qui font qu'il y a des choses qu'on ne va pas faire ou qui sont en fait des obligations minimales qu'on souhaite avoir de la part de tous ces fournisseurs en termes d'engagement dès lors qu'on fait appel à un écosystème aussi diversifié? Alors oui, bien sûr, on essaie déjà à chaque fois de pousser notre data processing agreement. C'est toujours pas de pousser notre version contre la version des vendors, c'est toujours un peu musclé ces négociations. Euh, Sur le côté sécurité, nous, par exemple, on va avoir nos standards securities et tout ce pour nos pour nos service providers. On va pas, là, il n'y a pas de room for negotiation. Il faut qu'ils comply avec nos minimum security standards qu'on a. Du coup, on a un groupe global, voilà, standard. D'autres aspects comme data incidents, on va les timelines de notifications et d'informations et d'assistance aussi surtout parce qu'on parle souvent des notifications, mais qu'est-ce qui se passe, comment nos service providers vont collaborer avec nous là aussi en cas de data incident, et cette partie-là d'assistance, on la néglige parfois, mais elle est importante pour nous aider évidemment à assess le risque et enfin comprendre la vastitude des datas affectées évidemment. Si lorsqu'on utilise des service providers qui sont purement des service providers, on va vraiment, je vais surtout d'un point de vue US avec la question de sale of data, etc. On va vraiment ne pas euh, euh, sous-estimer, enfin, ne pas, je perds mes mots, ne pas euh, se plier sur nos obligations de dire vous ne vendez pas vos data, vous avez des warranties de do not sell nos data, de do not share with third parties, parce qu'évidemment ça trigger d'autres obligations. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on est vraiment, enfin, de non négociable si on parle de ce qui est de minimum requis. D'accord. C'est vrai qu'en plus, le concept de sell, même dans le domaine des données personnelles, est beaucoup plus vaste que ce qu'on entend traditionnellement par sell, en fait. C'est pas du tout la vente de données. Exactement, exactement. Et aux US, et que quand on travaille dans un groupe européen, c'est difficile, enfin, c'est encore difficile de faire comprendre à nos équipes digitales de marketing ce qu'est une sale of data, surtout dans la complexité de l'adtech écosystème. Donc là, ça passe vraiment beaucoup aussi par de l'éducation, du training avec nos équipes marketing et digital pour leur faire comprendre la qualification en fait de sale of data aux US qui est très spécifique. Bien sûr, bien sûr. Merci Lélie. Jean-Pierre, en fait, je serais intéressé de voir, parce qu'effectivement, avec toute ton expérience depuis tellement d'années dans le domaine et que tu expliquais que beaucoup de
comment dire, l'éducation que tu as pu recevoir en matière vraiment de sécurité des données en interne via les équipes ingénieriques, etc. Je serais intéressé de savoir si vous avez en fait un seul mode de gouvernance qui couvre à la fois la partie privacy et la partie cybersécurité, ou est-ce que vous avez vraiment des politiques vraiment que vous managez, dont vous gérez la mise en application différenciées selon qu'on parle de protection des risques industriels, export control, cyber security, privacy. Quelle approche vous avez en termes de gouvernance au sein Alors, il suffit, déjà, si vous êtes curieux, vous allez sur le site stmicroelectronics.com. En footnote, en bas, vous allez voir la partie euh, sécurité et protection de la donnée. Et quand on clique, on va avoir la partie immédiatement cyber sécurité, donc il va protéger le network plus tous nos applicatifs, etc., tout notre écosystème qui nous permet de fonctionner. À côté, vous allez avoir la partie PCERT qui est en fait, c'est la protection de nos produits, puisque nos produits embarquent de la sécurité, les produits semi-conducteurs. À l'intérieur, on développe nous-mêmes des softwares de sécurité, mais après, ils sont embarqués en mémoire. Et ensuite, vous avez la partie de protection des données personnelles, où là, on va voir notre politique de protection des données personnelles et avec des notices, des informations notices spécifiques à certaines activités. Donc, mais dans tout ça, on protège la donnée en général. Donc, il y a tout le système de sécurité de la donnée en général. Et à l'intérieur, il y a une sous-catégorie qui est la donnée personnelle. Et donc là, c'est la même sécurité qui va s'appliquer. Donc, si on prend, nous, notre grosse activité, c'est moins grosse activité où il y a le plus de données personnelles dans notre activité, dans la vie de l'entreprise. Ça va être surtout du côté ressources humaines. Donc, il y a 50 000 employés et dans le monde entier, 37 pays. Et après, il y a la partie digital marketing où effectivement, là, on rentre dans un écosystème beaucoup plus compliqué au niveau technique. Je rejoins ce qui a été dit précédemment. Donc, la grande avantage que j'ai, c'est que tout est centralisé. Chez nous, tous nos systèmes sont centralisés. Nos data centers sont en Europe, où il y a tous les applicatifs. Et après, bien sûr, il y a des clouds extérieurs, mais on a des règles aussi de protection avec les, contrats et surtout la partie sécurité là-dessus. Mais l'avantage, c'est que c'est tout centralisé, donc je m'appuie sur la protection européenne. L'avantage aussi, c'est pour que le GDPR, le RGPD, qui est beaucoup plus protecteur que d'autres pays, tous nos employés en bénéficient. Donc vous pouvez être en Inde, où il y a beaucoup de salariés, où les lois sont en train de se développer. Ils vont bénéficier des bénéfices du RGPD pour leur activité en Inde. Même si je n'aurai pas de breach dans le sens où je vais violer des lois indiennes, mais eux, le salarié, l'individu va bénéficier de ça. D'accord, très bien. Albert, dans ton expérience, est-ce que dans les clauses qui sont négociées en matière de sécurité, est-ce que tu vois des clauses qui deviennent de plus en plus importantes et de ton expérience qui sont un petit peu là où se passe la plupart des négociations et parfois la tension autour d'obtenir des accords entre fournisseurs et leurs clients? Est-ce que tu vois qu'il y a des clauses de sécurité qui sont d'autant plus négociées aujourd'hui dans la période actuelle qu'elles étaient dans le passé? Oui, je crois qu'il y a une tendance véritablement à avoir appréhendé le DPA ou l'instrument juridique en question à l'aune de ces développements réglementaires et législatifs récents d'une nouvelle manière, notamment sur certaines clauses. Et là, je rejoindrai Lily sur ce qui a été dit sur les clauses d'assistance. On remarque de plus en plus, enfin je remarque en tout cas de plus en plus des discussions plus poussées sur les modalités d'une assistance, ce qui démontre, je dirais, une vision beaucoup plus terrain de la gestion du risque. On parle toujours, bien sûr, des clauses de notification et des délais. Ça, je crois que c'est quelque chose qui restera toujours. Mais d'un point de vue plutôt pratique, je crois qu'il faudrait mieux, effectivement, enfin, sur ce que je vois, je préfère effectivement les approches qui sont un petit peu plus sur négocier un périmètre d'assistance, des modalités d'assistance, toujours en lien effectivement avec ce domaine de responsabilité, ce domaine de risque qui doit être apprécié eu égard à la nature de la prestation concernée aussi.
Je crois que c'est véritablement un petit peu l'évolution que l'on peut voir. Bien sûr, sur, je dirais, les modalités d'information que les clients veulent voir, notamment sur les trainings, sur les sous-trainings, sur les trainings de sous-modèles, pour l'intervention éventuellement d'intelligence artificielle et ce genre de technologie. Donc, au final, beaucoup plus de transparence. Et ce que je vois, c'est que c'est une transparence, je dirais, beaucoup plus assumée aussi dans la pratique et comment est-ce qu'elle peut être réglée d'un point de vue qui correspond à, je dirais, à l'intérêt de toutes les parties. Voilà. On va, Lily, bifurquer très rapidement sur la partie gestion des incidents, parce que je suis intéressé d'avoir ça sur la partie Data Incidents. Mais la dernière question que j'avais pour toi, Albert, c'est est-ce que tu vois davantage de négociations aujourd'hui autour de la partie assurance? Est-ce que tu sens qu'il y a de plus de focus là-dessus en matière d'assurance? Parce que c'est vrai que les cyberassurances parfois sont régionalisées en termes de couverture. Est-ce que finalement les assureurs ont pris la mesure vraiment des risques là-dessus et offert des politiques vraiment de couverture en matière des gestions d'incidents et de data breaches, etc., qui sont à la mesure finalement de l'évolution de ces réglementations qui sont de plus en plus onéreuses. Pour ma part, je ne pense pas, mais je pense que c'est une question qui peut-être n'a pas été, enfin qui se pose depuis le début par rapport entre la relation entre l'assurance et la notion de risque sur ces points-là. Je pense que c'est une relation qui a toujours existé, ou pardon, une question qui a toujours existé. Je ne pense pas que ce soit véritablement bien appréhendé actuellement. Je crois qu'il faut l'appréhender comme étant un ensemble et un arsenal avant tout de gestion du risque. Dans certaines discussions que l'on peut avoir, la gestion du risque, on la voit des fois passer par un déplacement, un shift total du risque sur la personne du prestataire ou sur la personne du client. Attention, il n'y a pas de, il y a des situations qui arrivent dans un sens ou l'autre. Cette notion de la gestion du risque, que ce soit par le biais assurantiel, par le biais technique, par le biais technologique, par le biais contractuel, il doit se faire, je dirais, avec une étude globale de celui-ci. Donc, si la question est, est-ce que, selon moi, le risque assurantiel est bien géré? Je vais vous dire non. C'est uniquement mon point de vue. Est-ce qu'il l'a toujours été? Je ne pense pas forcément. Est-ce que, cependant, dans un arsenal global, il s'intègre correctement dans celui-ci? Je dirais oui. Sous réserve effectivement que le reste de l'arsenal global de gestion du risque qui nous revient, s'il est proprement alloué là aussi dans la relation entre les parties, je crois que ça reste ceci tout à fait acceptable. D'accord, très bien, merci. Lily, tu es effectivement la représentante B2C de ce panel. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ton opinion sur la gestion, si on devait établir un playbook des premières 24 à 48 heures qu'on doit mettre en place pour gérer un incident. Comment est-ce que tu arrives à gérer cette tension naturelle, puisque tu es responsable de tout ce qui est data privacy sur le continent américain, mais aux États-Unis, lorsqu'on parle d'une audience américaine, alors qu'on a des systèmes qui ne sont pas des systèmes purement américains, ce sont des systèmes globalisés, Kering, c'est une boîte globale. Comment est-ce que tu gères cette tension et comment est-ce que tu fais en sorte d'aligner tous ces intervenants, tous ces interlocuteurs au sein de l'entreprise pour être en phase avec le risque local par rapport à des systèmes qui, eux, ne sont pas des systèmes locaux? Même si c'est on va dire un incident local, tout de suite, on va mettre en place une cellule de crise globale. Parce qu'on a un groupe international, on veut une coordination globale, on veut bien sûr une cohérence globale, et parce que nos systèmes, comme tu le disais, sont gérés principalement aussi en Europe. Donc, on va, même si c'est encore une fois, c'est isolé, mais cette cellule de crise va impliquer la communication globale, la cyber globale, légale, globale et locale, évidemment. Mais de s'assurer que dans cette cellule de crise, on est vraiment sur une need to know basis. On va vraiment essayer de contenir l'information qu'on a par rapport à un incident et la contrôler dans cette cellule de crise. Et surtout dans les débuts, on ne veut pas partager trop d'informations. Pas, enfin, dans un souci de transparence, hein, mais on n'a pas beaucoup d'informations, on le maintient c'est les personnes qui ont besoin de le savoir à ce moment précis-là.
Évidemment, le rôle de la privacy, bah, ça va être de comprendre aux US quelles sont les obligations de notification, au State Attorney General, mais aussi au customer, s'il y a des notifications customer qui sont requises. Et du coup, ça va être du ping-pong avec la cyber parce qu'on va leur expliquer ce dont on a besoin. Évidemment, on n'a pas besoin de comprendre toute l'étendue de l'investigation cyber qui se passe, mais on leur dit les éléments dont nous avons besoin d'un point de vue légal et privacy pour comprendre le risque dès les premières 24 heures. La data affectée, les États, dans quel customer, ils sont résidents de quels États aux US, etc. Si on a des VIC, enfin dans le luxe évidemment, en plus ça touche des customers assez particuliers et touchy. L'importance également dans de ce playbook de 24 heures, c'est la documentation, de s'assurer que chaque étape, chaque assessment qu'on fait de l'évaluation du risque est documenté. Et même si c'est amené à évoluer, parce qu'évidemment dans 48 heures, on n'a pas les mêmes informations qu'en 24 heures, que cette documentation reflète aussi ces nouveaux éléments, mais cette progression en fait d'assessment et de logique. Et puis un dernier point de tête, c'est vraiment la coordination globale, parce que même si on va être dans un élément isolé US, on ne sait pas si ça va se propager peut-être après dans d'autres juridictions. Donc s'assurer qu'on a cette coordination globale, encore une fois, de consistance et de cohérence. Si éventuellement on va avoir des autorités de contrôle et qu'on doit faire des notifications, de s'assurer qu'on communique la même information dans toutes les juridictions, parce que c'est là, dans ces moments-là, où si on perd cette cohérence et cette collaboration et coordination de communication aux autorités et aux customers, que évidemment le risque va être encore plus amplifié. Donc très important de collaborer et d'avoir Super, une position globale. merci beaucoup Lily. Jean-Pierre, alors toi effectivement tu parlais de la Chine, tu parlais des États-Unis, tu parlais de l'Europe, tu es vraiment dans tes activités partout. Comment est-ce que tu arrives à gérer dans un monde de plus en plus globalisé la gestion des incidents au sein d'un groupe comme Microelectronics? Bon, il n'y a pas de secret, hein, c'est ce qu'on vient de dire. C'est la cellule on a rédigé des guidelines là-dessus, des policiers, il y a une cellule de crise qui se crée, mais ce qui a été dit par Lily, ça correspond aux mêmes choses. Mais moi, pour un groupe comme nous, ce qui me concerne rapidement, c'est que la Discovery aux États-Unis. Donc, comment je vais protéger? Parce que à partir du moment où on va avoir les ingénieurs, les équipes techniques, les équipes communication, les équipes risques, plus les juristes qui vont commencer à communiquer. Donc, et à partir de là, comment j'arrive à protéger ça, que ça ne tombe pas sous le coup de la discovery? Donc, je vais avoir attorney client privilege. La première chose qu'on fait, ce que j'ai demandé, c'est qu'on va déterminer quel type de data est impacté. Donc, ça peut être de la data qui est classifiée confidentielle chez nous, ou secret, ce qui m'étonnerait que ça arrive, mais ou alors de la donnée personnelle. Et à partir de là, on va faire une détermination sur l'investigation s'il faut qu'on fasse rentrer un cabinet d'avocats. Donc il y a un cabinet d'avocats qui ont été définis. Et à partir de là, on sait que après la discussion est prise par le cabinet d'avocats. Il n'y a plus de discussion entre nous, c'est le cabinet d'avocats qui devient le chef d'orchestre et qui Voilà. reçoit les informations et après qui les partage correctement avec les bonnes personnes, toujours sur le caractère. Et là, on bénéficie d'un client privilège. Autrement, comme vous le savez aux États-Unis, c'est après, c'est la fête au village. Hein. Ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent récupérer. Ils disent, ah, mais vous avez dit ça, vous avez dit ça. Ben, ça sera exhibit number one que je vais montrer devant le jour. Regardez. Et voilà. Donc, ça, pour moi, c'est prioritaire, cette partie-là. Et ça n'a pas été facile à faire passer le message. Hein. Surtout quand on tombe à des niveaux d'exécutifs qui ne comprennent pas que du coup, il faut qu'ils passent à travers un cabinet externe pour pouvoir s'exprimer. Quoi. Bien sûr, et après, il faut faire la distinction avec l'investigation technique. Et c'est ça où ça devient compliqué. C'est vrai que le discovery est intéressant, c'est parce que c'est vrai que dans ce domaine-là, il y a géré un côté litigieux des choses qui prend très vite. C'est les États-Unis, ouais. Bon, voilà, les États-Unis. Donc ça, c'est vrai que les avocats, du coup, sont impliqués très, très rapidement là-dedans.
Euh, Albert, j'avais juste une question parce que je voudrais quand même laisser un petit peu de temps aux juristes du groupe de poser des questions s'ils en ont, mais j'avais une question par rapport à ta pratique en particulier à toi, puisque tu as quand même un focus de plus en plus présent en matière d'intelligence artificielle. Je serais intéressé de savoir quelles sont les contraintes particulières justement que tu vois émerger aujourd'hui du fait de l'utilisation d'intelligence artificielle par rapport à ces problématiques globales de privacy et de data security. Je dirais que pardon, vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais. Je dirais que les problématiques vont être des problématiques. Alors, je dirais déjà peut-être une problématique qui va au-delà du juridique, une problématique peut-être d'appréhension culturelle du risque par rapport à l'introduction massive d'une nouvelle technologie dans un contexte économique quel qu'il soit, je dirais de manière massive comme c'est fait actuellement en intelligence artificielle. Les risques vont être, moi, j'aime un petit peu les définir ou les résumer comme étant des risques exacerbés de RGPD pour être très, très, très euh, rapide sur une généralisation. Mais j'aime les voir comme étant des risques véritablement exacerbés sur ce plan-là. Donc, des risques sur, bien sûr, la sécurité, la privacy en tant que telle, la localisation des données éventuellement, l'utilisation de certains prestataires ou pas, en fonction de politiques internes qui peuvent avoir déjà été prises par certaines sociétés ou certains clients. Par exemple, certaines sociétés peuvent choisir de ne pas travailler avec certains prestataires pour une raison X ou Y, notamment des raisons de sécurité, des raisons qui peuvent être autres également. Donc, je dirais véritablement, toujours en lien avec ce que j'avais dit auparavant sur les DPA, une véritable un véritable besoin, une véritable velléité d'avoir beaucoup plus de transparence en amont sur l'intégralité du process et de ses flux. Donc, je dirais véritablement beaucoup plus d'attention sur tous ces éléments-là. Super. On peut continuer, mais je voudrais quand même donner d'abord la parole aux juristes du groupe qui sont sur ce call-là. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous pour nos interlocuteurs, nos présentateurs? Vous êtes tous en mute, hein, donc n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions à poser. Ou sinon, on continue. Bon, je continue. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. La question que j'avais, c'était pour toi, Lilian, en matière de gouvernance. La question suivante, c'était comment tu fais pour travailler avec toutes ces équipes et s'assurer que tout le monde parle d'une même voix? Généralement, dans la gouvernance, alors pas forcément lié à un incident en particulier, mais en général, dans la gouvernance des données, on sait qu'un des rôles les plus importants quand on arrive, que ce soit en tant que DPO ou responsable en matière de données perso, c'est justement d'avoir des sortes de steering committees ou des comités un petit peu avec des représentants de différentes fonctions. Comment est-ce que tu gères en fait cette coopération interne au sein d'un groupe pour la gouvernance des données? Euh, alors, oui, tu as parlé des comités. Alors évidemment, ça se fait en amont. Hein. Puis on parle aussi de privacy by design, de s'assurer que on est tous partenaires, que surtout que les équipes IT, digital et marketing nous voient l'équipe privacy comme quelqu'un, comme un partenaire, comme un support et pas comme un bloqueur ou etc. Et ça se fait vraiment en amont et c'est un travail de trust hein, qui se fait sur le long terme. Ça se fait pas évidemment tout de suite. Et puis ça passe par les process. Nous on a beaucoup d'initiatives qui partent, qui commencent dans différentes équipes. Ça peut être un projet IT, ça peut être un projet digital, marketing, etc. Et donc, on s'insère dans ces process-là pour s'assurer que toutes les fonctions qui ont besoin d'être impliquées sont impliquées dès le début. C'est une espèce de comitologie, évidemment, régulière aussi. Euh, c'est juste pour donner un exemple avec la question de AI, évidemment, quand ces questions-là sont devenues plus
présente, etc. Comment on allait leverage nos comités, nos comitologies existantes. Et on s'en est rendu compte que évidemment c'était un avantage d'avoir tous ces process déjà en place. Et on ne recommençait pas à zéro pour installer une gouvernance AI, mais qu'on avait déjà tous ces key players qui étaient impliqués dans des process. Fallait les raffiner évidemment pour adopter une gouvernance globale AI. Ouais, c'est du travail, on va dire, voilà, régulier. Là, tu es un transfuge comme beaucoup de juristes civilistes quand on arrive aux États-Unis. C'est vrai que quand on a baigné dans le RGPD, qu'on a cette culture des données personnelles et qu'on arrive aux États-Unis où c'est pas du tout la même approche, je me pose la question de savoir culturellement si tu as senti que, par exemple, tu as moins besoin pratiquement de faire de l'éducation en Europe par rapport à des problématiques de données personnelles que ça l'est aux États-Unis, ou est-ce que tu sens que finalement aux États-Unis, du fait de tous les litiges qu'il y a eu, de la peur justement des contentieux, que finalement les gens sont beaucoup plus à l'écoute que tu pouvais t'attendre en étant en Europe? Ou est-ce que tu n'as pas vu vraiment de différence là-dessus? Non, si, je bénéficie vraiment d'avoir, oui, d'avoir un groupe quand même fondé sur le risque RGPD, etc. Donc ça, les équipes, on va dire digital marketing, sont quand même bien trained sur ce risque-là. Mais c'est comme tu disais, cette question du contentieux, par exemple aux US, qui est difficile à expliquer et difficile pour les équipes digitales à comprendre parce que c'est pas black and white. Donc ça passe encore et encore hein, après quelques années, ça passe encore en éducation. Puis c'est mon rôle évidemment de d'expliquer parce que je crois que c'est Jean-Pierre qui disait la discovery, la question de litigation aux US, c'est quand même très très coûteux. Ça prend de l'ampleur que la mentalité européenne n'ont pas l'habitude Non, de non, mais c'est comprendre. intéressant, effectivement. Je pense que faire passer même au siège ces problématiques-là, Ouais, on est soi-même, exactement. on vient d'Europe, finalement, c'est peut-être plus facile parfois de le vendre quand on vient soi-même plutôt qu'on est, voilà, et qu'on a pu expérimenter cette différence. Jean-Pierre, quels KPIs tu utilises pour piloter finalement en interne la conformité au sein de ton groupe? Est-ce qu'il y a des KPIs particuliers que tu mets en place? On m'a posé la question plusieurs fois quand vous avez vos équipes audit, parce que c'est leur rêve, c'est d'avoir des KPI. Donc, dans du B2B, je leur explique comme je pratique, les KPI ne m'apportent rien du tout. Bien sûr, j'ai des repères. J'ai mon Data Breach Register qui est, qui est obligatoire dans le RGPD, que j'applique dans le monde entier. Donc, et ça me donne une vision où quel type de data breach je vois. De non, alors ça n'a jamais entraîné la nécessité d'aller auprès d'une autorité de le déclarer, mais ça permet de voir ce qui se passe et comment les personnes comprennent la protection de la donnée. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on donne aux individus, aux salariés, accès à Office 365, qui est très powerful, mais en même temps, ils ne savaient pas le sécuriser. Si vous prenez l'exemple des SharePoint, vous pouvez poser la question en interne, comment je sécurise un SharePoint? Je veux dire, c'est une poule 80 tournevis. Hein. Ils n'ont aucune idée, la plupart. Hein. Donc, il y a ça, il y a le fait que j'ai mon data mapping, je sais comment est mon écosystème de ST microélectronique, où les données elles voyagent, ce qu'on appelle la data linéale si vous voulez. Et donc ça me permet d'avoir des repères. Alors je ne parle pas de KPI, pour moi c'est des repères. Ça me donne des repères et je vois de quelle façon est-ce que j'ai besoin de... On traite la donnée, donc on parlait encore des États-Unis. Les États-Unis, il y a des lois fédérales comme IPA sur la santé. Donc ça, c'est une loi fédérale, donc c'est obligé de l'appliquer aux États-Unis, puisqu'on a beaucoup de salariés au Texas et en Californie. Donc, tout ça, c'est des repères pour moi pour savoir le type de données que je traite, la protection qu'il y aura derrière, mais je ne vais pas sortir un KPI à la One Trust. Non, je n'ai pas de tableau de bord de ce style là-dessus. D'accord. D'accord. Albert, juste, puisque toi, tu as une version un peu plus transversale, puisque tu travailles effectivement aujourd'hui maintenant avec des clients qui sont dans différentes industries, est-ce que tu vois des erreurs quelque part qui sont les plus communément rencontrées justement dans, dans, euh, dans l'interaction entre le commercial, le légal, etc., sur des problématiques de données personnelles qui sont
qui finalement dépasse un secteur en particulier, une entreprise en particulier, mais que tu vois un petit peu être commise encore et encore à travers ton expérience. Est-ce que tu as vu ça? Oui, je crois que pour reprendre un petit peu ce qui a été dit, notamment sur les aspects de gouvernance, notamment l'une des questions était de savoir comment gérer ces différents flux de gouvernance, ces différents flux de régulation, à savoir est-ce qu'il fallait rentrer dans une comitologie, par exemple, avec plusieurs, sur plusieurs aspects ou uniquement avoir des choses qui existent. Je crois que l'erreur que je vois le plus souvent serait éventuellement quand il y a un gap entre les niveaux de protection ou un overlap qui se contredit. Peut-être que des fois, dans certains environnements, on veut trop bien faire. On a peut-être une vision un petit peu expansive du comité ou de la protection ou du process, mais lorsque celui-ci ne correspond pas exactement à l'autre partie du process dans lequel il s'inscrit en termes de cartographie générale, c'est là véritablement qu'on a des risques. Donc, par exemple, le contrat, le légal va vous dire effectivement, moi j'ai fait ce process. La sécurité va vous dire j'ai fait ce process. Les sales et le business vont vous dire que tout a été fait ensemble. Mais je dirais que le risque principal, c'est effectivement l'absence de communication sur ces process différents, parce qu'effectivement, ou l'overlap qui se contredit, puisque c'est là véritablement que le risque réside selon moi. D'accord, excellent. Très bien. Mais écoutez, on est pratiquement à l'heure. J'ai encore posé des questions aux juristes, savoir si vous avez des questions à- pour les présentateurs. Mais si vous n'en avez pas, est-ce que vous-même entre vous, Albert, Lily, Jean-Pierre, vous avez des remarques, je dirais, de conclusion à faire sur cette thématique que vous aimeriez partager avec les juristes? Je m'excuse de t'interrompre, Stéphane, j'ai une question à Ah, poser. ok. Merci beaucoup pour avoir organisé cela. Merci beaucoup aux intervenants. J'avais une question pour les trois intervenants, en fait. Tu peux peut-être juste te présenter, juste Ah, rapidement, s'il te pardon, plaît? oui, c'est Rachida. Rachida, j'ai fait le dernier lab, Stéphane, Exact. sur la gestion des crises. Oui, moi, je voulais savoir si vous mettez systématiquement des clauses sur la protection des données dans tous vos contrats, quels qu'ils soient. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Bon, si je prends, si je prends la question d'abord en premier, euh, je perds pas mon temps. Le contrat m'apporte rien du tout là-dessus. Ça va être les annexes au contrat qui vont répondre à mes questions. Si vous prenez le cas, si vous prenez une investigation de la CNIL ou n'importe quelle data protection autorité, vous la lisez, vous allez voir qu'il commence toujours par la technologie. Expliquer d'où vient la data et comment elle est protégée pendant tout son voyage, jusqu'à ce qu'elle soit traitée et dans son traitement, etc. etc. Et donc, moi, je m'appuie là-dessus. Donc, les DPA, vraiment, je ne perds pas de temps là-dessus. Je vais Est-ce que du coup, m'intéresser à l'annexe. est-ce que c'est des audits, des questionnaires? Si tu ne mets pas ça dans ton contrat, comment tu vas pouvoir? C'est les annexes qui vont me permettre de couvrir ça. J'ai Les mon annexes annexe de sécurisation. sécurité et j'ai D'accord, mon annexe qui va me définir qui traite la donnée. Après, d'accord, là, ils vont me mettre la liste de tous les sous-traitants. Il y en a une grosse quantité qui ne vont pas traiter de la donnée. Et d'accord. après, je vais avoir la discussion sur le support. Est-ce que moi, je suis data contrôleur alors que je consomme, ou est-ce qu'ils sont data contrôleurs? Parce qu'en tant que data processeur, je ne connais pas du tout comment ils vont régler. C'est eux qui ont créé, qui ont calibré leur système. Bien sûr. Et donc là, je rigole souvent sur la discussion data contrôleur, data processeur, dans le cas des supports, avec les accès aux logs, etc. Moi, j'ai rien demandé. J'espère que c'est sécurisé. Donc, on n'a qu'à prendre un SOC 2 avec le common criteria, c'est ça, c'est de dire c'est sécurisé. Ben, donc, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. D'accord. Lily, pour répondre à la question de Rachida, Mais je est-ce suis que B2B, moi. Je ne suis pas Lily, B2C, donc c'est différent. Ouais, moi, je les mets les clauses data protection, oui, pour le B2C. Et surtout, un aspect qui est assez clé, c'est toujours les questions d'indemnification dans le contrat. Et de jamais oublier, d'accord, on a un DPA, etc., qui couvre les obligations du service provider, mais quel est le cap d'indemnité, etc. Donc ça, on le négocie directement dans le contrat. Souvent, c'est en ligne avec ce qu'on négocie pour la propriété intellectuelle, etc. Mais ça,
les obligations de protection des données sont bien reflétées dans les obligations d'indemnité, Voilà. d'indemnification. C'est la première Voilà. fois, c'est-à-dire que l'indemnisation, en fait, ne couvre pas simplement la violation du DPA, mais la violation des Exactement. réglementations et qui peuvent aller au-delà de ce qui est contractuellement. Et encore une fois, le contentieux US qui peut prendre des coûts vraiment très très élevés. Et du coup, voilà, c'est prendre ça en compte exactement. Par exemple, s'il va y avoir de la biométrique, etc., qui est encore un autre sujet aux US, s'assurer que voilà, l'indemnisation est satisfaisante. Excellent. Albert, ton expérience là-dessus? Très similaire à celle de Lily, même si je suis plutôt B2B, il y a beaucoup je crois, de situations où il y a en indirect du processing qui se fait par B2C, bien sûr. Je dirais sur ces points-là, oui, toujours. Et pour reprendre ce que disait Jean-Pierre, des discussions qui se passent peut-être plus, alors sur le plan technique et sur le plan ce qu'il faut avoir dans le contrat et où il faut l'avoir, effectivement sur de l'annexe, sur ce genre de documents. Pour la gestion du risque, effectivement, pour reprendre ce que disait Lily sur la partie contrat. En plus de ça, je dirais une petite tendance, une discussion de plus en plus ouverte sur le rôle. Contrôleur processeur, comme disait Jean-Pierre, peut-être une tendance qui va vers des discussions un petit peu plus poussées qu'avant, peut-être un point qu'il méritait de mettre en exergue auparavant. Mais oui, je crois que pour ma part, j'en mets toujours les points de discussion sont sur ces points-là. Oui. D'accord, excellent. Mais écoutez, on arrive à la fin de notre heure, donc je vais vous remercier. On pourrait passer des heures, honnêtement. Et sur cette thématique des données perso, on pourrait peut-être trouver à l'avenir d'autres thématiques. À l'aune, justement, on est en train de discuter. Il y a un nouveau projet aux États-Unis de réglementation fédérale, la troisième en quelques années sur le domaine des données personnelles qui viendrait chapeauter tout. Il y a effectivement des vraies problématiques aujourd'hui d'alignement entre les juridictions à travers le monde. On a, je crois, plus de 160 juridictions aujourd'hui qui ont des réglementations en matière de données personnelles. Donc c'est vrai que ça devient de plus en plus ténu. Mais donc on pourrait parler des heures. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie vraiment de votre temps, de votre participation et de votre ouverture d'esprit pour partager justement vos leçons et votre expérience avec le reste des juristes. Donc merci encore. Comme je l'avais annoncé, cette session est enregistrée. Elle sera diffusée dans les prochaines heures sur la page du groupe. Et donc je vous remercie. Et on se revoit de toute façon au mois de juillet pour la prochaine édition dont je vous ferai parvenir la thématique très rapidement. Merci à tous encore. Merci. Merci bien. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir.